et ils vont dire, ah ben il y a le trouble à l'ordre public, donc l'événement doit être annulé. C'est ça, c'est quand on va arriver, je ne vais pas leur donner l'idée, mais ça pourrait. Et le deuxième argument, qui a aussi fait hurler les avocats, c'est de dire qu'il y avait un risque de discrimination des produits, et donc des producteurs israéliens, et donc discrimination de quelqu'un en raison de sa nationalité, et là, ça c'était raciste. Et ça, les juristes, les avocats disent, mais c'est jamais arrivé que le boycott d'un produit, d'un objet inanimé, soit étendu au boycott d'un être humain. Ça n'a rien à voir, on boycotte pas un être humain, on boycotte un produit. Et alors, notre seul recours, maintenant, puisqu'en France, il n'y a pas d'autre recours, le seul autre recours auquel la France est obligée d'obéir, c'est le recours auprès de la Cour des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme. Le problème, on a fait appel à la Cour européenne des droits de l'homme, ça prend 2, 3, 4, 5 ans. Et pendant ces 5 ans, on va espérer 2 ans, hein, mais pendant ces 2 ans, c'est l'arrêt de la Cour de cassation qui s'applique, et on ne peut rien faire. Alors, j'ai du mal à... Moi, j'étais sûr que la Cour de cassation, elle nous donnerait raison. Maintenant, je suis sûr que la Cour européenne nous donnera raison, j'espère que je ne me trompe pas. Mais ça paraît évident que la Cour européenne, encore une fois, elle, ce qui m'intéresse, c'est la liberté d'expression. Normalement, si tout va bien, on va bien voir que là, notre liberté d'expression est violée. On n'a pas le droit de distribuer des tracts, on n'a pas le droit d'avoir des t-shirts, on n'a pas le droit d'avoir... Elle devrait nous donner raison, renverser la loi de la Cour de cassation et du coup innocenter rétroactivement les camarades militants qui pour l'instant n'ont jamais été condamnés à de la prison, mais ceux de Mulhouse ont des amendes extrêmement chères. Ils sont une douzaine et ça se monte à des dizaines de milliers d'euros. Je crois que c'est 30 000 euros en tout. Donc ça fait quoi, 50 000 $ pour des militants qui sont tous... ouais, les pauvres, il y en a qui travaillent, mais enfin, ils ne pas très bien leur vie. C'était vraiment une très mauvaise nouvelle, ça date d'octobre dernier, ça date il n'y a pas très longtemps. Et on s'est aussi tout de suite dit quelles vont être les conséquences. On a tout de suite eu un grand mouvement de solidarité du monde entier, du Québec, d'Angleterre, de Palestine, bien sûr, des États-Unis, d'Italie, parce que tout le monde a peur que la France soit en ce moment un laboratoire d'essai, de test. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas dire racisme, alors peut-être on va faire un travail au commerce. On peut peut-être faire trouble à l'ordre public, on peut peut-être faire discrimination du producteur au lieu de dire discrimination du produit. Donc, ça c'était l'état en octobre, et effectivement petit à petit on commence à voir les choses qui se passent. Et la dernière en date, c'était il y a une semaine, je crois, le 6, il y a 10 jours. Une manifestation féministe, c'était une grande manifestation le 8, mais il y avait aussi une manifestation le 6, qui était une manifestation un peu plus radicale de femmes racisées, trans et homosexuelles. Il y avait une femme dans le lot qui avait un t-shirt BDS. Donc le t-shirt avait écrit boycott Israël apartheid. Il n'y a même pas écrit appel au boycott des produits, il y a écrit boycott Israël apartheid. Dans cette manifestation, il y avait des représentants des renseignements généraux, je ne sais pas comment on peut les appeler ici, mais c'est des espèces d'espions de la police qui sont en civil et qui sont là, envoyés par la police pour vérifier que tout va bien, prendre des photos, noter qui dit quoi, etc. Ces gens-là, apparemment, étaient là pour voir s'il y avait des gens qui portaient des t-shirts de BDS. Ils ont trouvé cette femme, ils l'ont arrêtée, ils l'ont emmenée au commissariat, au poste de police. Alors la manifestation s'est déroutée, elle est dans le poste de police aussi en attendant qu'ils libèrent le militant, et ils ont fini par la libérer. Mais elle a reçu ensuite chez elle une convocation pour hier, le 14 avant-hier, et elle a, j'ai oublié le chef d'inculpation, mais appel à la discrimination d'une personne au nom de son origine par écrit, vu que c'était un t-shirt. Ça veut dire que maintenant, le risque va être que, ok, vous n'avez pas dit j'appelle au boycott du produit israélien, mais vous faites partie de la campagne BDS qui, elle, appelle au boycott des produits israéliens. Donc, par contagion, vous enfreignez l'arrêt de la Cour de cassation. Donc là, on est un peu dans le doute. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont pouvoir interdire, autoriser. Alors moi, je suis ici depuis 3 mois maintenant, 3-4 mois, donc tout ça, je le suis un peu à distance. Et d'un côté, c'est affolant, mais d'un autre côté, c'est merveilleux parce que moi, je vois que ça les ralentit pas du tout. Il y a des actions tout le temps. Ils n'ont pas peur, ils sont avec leur t-shirt tout le temps dans la rue. Et puis, on est aussi galvanisé par le fait que, mine de rien, la campagne, elle dure depuis 2009. Donc, on avait toujours l'impression qu'en France, c'est dur. En France, il y a un gros mouvement pour la Palestine, mais aussi un gros mouvement pour Israël. Donc, on est parfois, on a l'impression qu'on travaille, puis on n'a pas beaucoup de succès. Et puis, au bout de quand même 6-7 ans maintenant, on a
Une de nos grosses campagnes, c'était contre Orange, la compagnie de téléphone, qui est une compagnie, la plus grosse compagnie de téléphonie française, qui est avant même une compagnie nationale, mais qui a été privatisée. Et cette compagnie-là existe aussi en Israël, sous le nom Orange, mais sous un autre propriétaire qui était israélien. Et comme c'était le nom Orange, il y avait une collaboration entre Orange France et ce qui s'appelait avant Orange Israël, qui maintenant s'appelle Partner Communication. Et donc nous, on a fait pression très forte sur Orange pour dire coupez vos investissements en Israël, coupez votre collaboration avec Partner, coupez votre complicité avec la partenaire. Orange, au début, nous a dit mais nous, on ne fait pas de politique, nous, ça ne nous intéresse pas, mais nous, on respecte la loi, de toute façon, c'est pas nous, c'est eux. Mais ils avaient beau nous dire ça, par derrière, on le savait par les syndicats, ils étaient affolés que notre campagne fasse un peu de bruit, qu'on fasse de la mauvaise publicité, que ça se sache dans les pays arabes, où Orange est très fort aussi, Orange est très fort en Égypte, en Tunisie. Alors en Égypte, ça ne s'appelle pas Orange, alors ils espéraient que ça ne sache pas trop, ça s'appelle Mobinil, mais si tout le monde dit Mobinil, c'est Orange, et Orange, ils sont complices avec Israël, c'est pas de la bonne pub en Égypte. Et finalement, au bout de 6 ans, 7 ans de campagne, 5 ans en fait, parce qu'on avait commencé en 2011, février 2016, Orange s'est retiré d'Israël, il n'y a plus aucun téléphone en Israël que quand vous l'allumez, il y a écrit Orange. Donc ça, c'était une victoire non seulement énorme, mais inespérée. Moi, je pensais qu'on s'attaquait à quelque chose d'énorme et qu'on allait juste faire du bruit, mais qu'on gagnait. La même année, il y a eu Veolia, mais là, c'est une lutte plus générale et en fait, presque pas française, même si c'est une compagnie française. Veolia, c'est une compagnie qui fait des tramways, des trains, mais aussi des poubelles, des camions poubelles, et puis en gros, qui s'occupe de la propreté et de l'hygiène d'une ville, qui avait des gros contrats à Londres. Et au moment où il devait renouveler ses contrats dans les arrondissements de Londres, il y avait pression forte disant mais Veolia, vous êtes complice de la partie israélienne parce que vous construisez un tramway qui va de Jérusalem-Ouest à Jérusalem-Est, c'est-à-dire qui nie le fait qu'il y a des territoires occupés. Parce que tout à l'heure, c'est vrai, on a parlé de Cisjordanie et de Gaza, on n'a pas dit qu'en territoire occupé, il y a aussi Jérusalem et le plateau du Golan. Et donc Jérusalem, c'est très important, au minimum, qu'elle soit coupée en deux entre l'Est et l'Ouest, et de préférence que ce soit, pendant un temps, c'était le rêve que ce soit une ville internationale, qui ne soit pas Israël, qui soit à la rigueur la capitale commune d'un État futur, donc ça reste à négocier, mais en tout cas qui ne soit pas Israël. Et ce tramway nie toute frontière, donc renforce la colonisation, renforce la partie. Bref, les pressions sur Veolia leur ont fait perdre des milliards de dollars. Pareil, eux, ils nous disaient, quand on a réussi à intervenir pendant leur assemblée générale, ils nous disaient, mais non, mais ça n'a rien à voir, vous n'en faites pas, ils disent aux actionnaires, vous n'en faites pas, ils sont 3-4, mais quand ils ont perdu des contrats au Koweït, en Angleterre, en Allemagne, alors on n'est jamais sûr à chaque fois que le contrat il est perdu grâce à BDS, mais il faut croire que eux, ils ont fini par en être sûrs, parce qu'ils ont fini par retirer tout leur investissement d'Israël. Donc Veolia, Orange, plus récemment cette semaine on a appris, alors là ça peut rien avoir avec la France, mais G4S, compagnie anglo-danoise de sécurité qui est présente à Montréal. On avait fait un piquet devant G4S en 2014, quand j'étais de passage pour le bus. G4S s'est retiré, enfin non, c'est pas encore retiré, il faut continuer la pression. Mais a promis qu'elle se retirerait bientôt. Et puis des compagnies israéliennes aussi qui étaient dans le territoire du pays qui sont relocalisées, donc c'est autre chose. Mais tout ça pour dire que, voilà, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, on est sous attaque en France, un peu comme le Parlement canadien, c'est un peu moins important, mais la mairie de Paris a voté une motion contre BDS, qui a été votée par les socialistes aussi bien que par l'opposition de droite, les républicains. Il y a le Parti communiste et le Parti écologiste s'y opposaient quand même, mais les partis socialistes ont voté pour. Donc tout ça, c'est des mesures qui sont symboliques, mais qui parfois commencent à avoir des conséquences pratiques. Et donc, une des raisons pour lesquelles je suis content d'être ici, c'est justement de créer des ponts entre BDS France et BDS Québec. Et je crois que ces ponts entre les différents groupes de solidarité, les groupes militants dans le monde entier vont être très importants parce que, comme Sabine le disait, et comme vous l'avez peut-être entendu dire dans la presse, les actions en France, enfin les actions anti-BDS en France, les actions anti-BDS au Québec et les actions anti-BDS aux États-Unis, alors pas encore au niveau fédéral, mais plusieurs États ont voté des lois. Alors c'est des lois, là aussi c'est subtil, ils ne peuvent pas vraiment interdire BDS, mais ils vont dire, nous en tant qu'État, on refuse tout financement vers une association qui, elle, respecte BDS. Pour des associations militantes qui ne sont pas très riches, qui ont une subvention de l'État, et qui par ailleurs sont solidaires avec la Palestine, des fois ils disent, vaut mieux que je garde ma subvention, puis la solidarité avec la Palestine, tant pis. Donc ça a un coût d'organisation environnementale, de droits de l'homme, etc. Et c'est pas n'importe quel État, il y a le Massachusetts dans l'autre, c'est pas que les États du Sud, hein. Donc ça, c'est un problème aussi. Et puis à l'Angleterre, le gouvernement Cameron
Pourtant, c'est des pays, moi je pensais que Canada, États-Unis, Angleterre, on est tranquille parce que le libéralisme politique, c'est quelque chose de très important. La liberté individuelle, c'est sacré. Mais en fait, quand on parle d'Israël, il n'y a plus rien qui est sacré. Et là, l'Angleterre se permet de proposer des lois, elles n'ont pas encore été votées maintenant, mais qui sont vraiment liberticides dans le cas où on oserait s'attaquer à Israël. Donc, comme cette attaque, elle semble coordonnée, quand Harper il en avait parlé il y a quelques mois, il avait nommément cité la situation en France, les attentats contre Charlie Hebdo et la nécessité de s'inspirer des lois françaises, de créer des lois au Canada. Quand l'Angleterre en parle, elle cite aussi la France. Donc malheureusement, tous ces gens-là se copient les uns les autres et se coordonnent dans leur attaque contre BDS. Et donc c'est important que nous aussi on commence à réfléchir à une contre-attaque coordonnée. Et je suis très content parce que la contre-attaque, je vois ici au Québec, il n'y a pas eu de mal le lendemain de la motion de faire une conférence de presse avec la plupart des syndicats, presque tous les syndicats, même ceux qui ne soutiennent pas BDS, mais qui en tout cas sont outrés par le fait qu'on puisse envisager d'interdire à des militants de soutenir qui ils veulent et de s'attaquer à qui ils veulent, en plus par des moyens pacifiques. Et bon, nous en France, on avait lancé une pétition à un moment, si vous voulez aller signer la pétition boycott des produits israéliens sur le site WeSign.it, mais c'est pas. C'est un début, c'est juste pour montrer qu'on est nombreux et se sentir content de tout savoir qu'on n'est pas tout seul, mais c'est aussi, il va falloir s'organiser plus largement au-delà du cercle des militants habituels de la solidarité avec la Palestine, parce que là, c'est nos droits basiques qui sont attaqués, nos droits de liberté d'expression, qui d'ailleurs, et l'organisation le sent bien, débordent largement, parce que si on laisse passer ça, après, ils vont décider qu'on n'a pas le droit de s'attaquer, par exemple, à un pipeline, par exemple, parce que c'est sacré pour d'autres raisons. Donc là, il faut dire qu'il n'y a rien qui est sacré en tant que citoyen, en tant